Bienvenue dans Speedcast, saison 2, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport automobile. Le vent souffle doucement sur les collines verdoyantes de l'ouest de l'Angleterre. Ici, les routes sont étroites, bordées de haies épaisses qui masquent les virages comme un secret bien gardé. C'est dans cette campagne paisible, loin du tumulte des circuits, que naît Jenson Alexander Lyons Button le 19 janvier 1980 à Frome. Un prénom rare, choisi par ses parents à cause d'un passionné de voitures que connaissait son père. Déjà, la course est là, quelque part dans les racines. Son père, John Button, n'est pas inconnu du monde du sport automobile britannique. Dans les années 70, il a écumé les championnats locaux de rallycross. Il n'est pas un champion du monde, mais il connaissait la mécanique, les circuits et surtout l'état d'esprit des courses où l'on se bat autant avec les mains qu'avec son cœur. Jenson grandit dans une maison modeste mais pleine de souvenirs mécaniques, des pneus usés empilés au fond du garage, des boîtes à outils qui sentent l'huile et la graisse de moteur, des photos jaunies de courses passées. Ce n'est pas une enfance de luxe, mais une enfance nourrie d'histoires de paddock, de nuits blanches à préparer une voiture, de victoires improbables et de défaites acceptées avec le sourire. À l'école, Jenson est plutôt discret. Il n'est pas le genre d'enfant à chercher l'attention. Il préfère la concentration silencieuse, la précision déjà. Mais dès qu'il s'agit de vitesse, quelque chose change. C'est sur deux roues qu'il découvre le plaisir de négocier une trajectoire, de prendre un virage en coupant juste comme il faut, d'optimiser l'élan. Cette obsession pour la fluidité, il la tiendra toute sa vie. En 1988, à 8 ans, John l'emmène sur un petit circuit de karting sans grande préparation, juste pour essayer. Jenson, petit garçon blond aux yeux bleus, enfile son casque trop grand pour lui et s'installe dans le kart, et dès le premier tour, quelque chose est évident, il n'a pas peur. Là où d'autres enfants freinent trop tôt ou s'écartent, lui maintient la trajectoire, freine au dernier moment, sans la limite. Son père le remarque immédiatement. Dès lors, le karting devient la passion centrale de Jenson, pas seulement pour la vitesse, mais pour l'art du pilotage. Il apprend vite que gagner une course ne signifie pas être le plus agressif, mais être le plus régulier. Savoir économiser ses pneus, éviter les bagarres inutiles, attendre le bon moment, des qualités que beaucoup ne maîtrisent qu'en fin de carrière et que lui développe à l'âge de 10 ans. Les week-ends se transforment alors en voyage à travers le pays pour participer à des courses locales. Le budget est serré, mais John trouve toujours une solution. Il bricole le matériel, négocie avec les organisateurs, dort parfois dans la camionnette. Et Jenson, lui, empile les victoires. À 14 ans, il domine les championnats juniors britanniques. En 97, il remporte le prestigieux championnat européen de karting, un titre qui le met sur la carte des recruteurs. Ce succès attire déjà les comparaisons flatteuses. On parle de son style soyeux, de sa capacité à faire glisser le kart juste comme il faut, de son calme même dans la mêlée. Mais ce calme cache une détermination brûlante. Derrière le sourire, Jenson sait exactement où il veut aller, en Formule 1. Il ne le dit pas à haute voix, mais il le pense à chaque départ, chaque virage, chaque podium. Et en 98, un nouveau chapitre s'ouvre. Il quitte le karting pour les monoplaces. Un pas immense où le monde de l'adolescence touche à sa fin et où commence celui des vrais professionnels. Il commence par la Formule Ford britannique. La discipline n'a pas la vitesse des monoplaces de pointe, mais elle a un rôle essentiel, enseigner les bases du pilotage de voitures à suspension avec un châssis léger et un moteur modeste. Beaucoup s'y ennuient après l'adrénaline du karting, mais pas Jenson. Il comprend que chaque tour est une opportunité d'apprendre. Il note mentalement comment la voiture réagit au freinage, comment les pneus chauffent, comment l'équilibre se déplace quand il modifie légèrement sa trajectoire. Résultat, dès sa première saison, il écrase la concurrence. Champion de Formule Ford britannique en 98, il ajoute même la prestigieuse Festival de Formule Ford de Brands Hatch, un événement où se retrouvent les meilleurs jeunes talents mondiaux. Ce doublé attire l'attention des écuries de catégorie supérieure.
En 99, il passe à la Formule 3 britannique. Là encore, l'adaptation est rapide. La F3 est une discipline où le pilotage pur compte pour beaucoup, mais où les réglages et la stratégie commencent à peser lourd. Jenson termine 3e du championnat avec des performances qui font parler. Sa fluidité, son intelligence en course et sa capacité à gérer les pneus sur la durée d'une manche. C'est à ce moment-là que son destin bascule. Il est alors convié par l'écurie Prost Grand Prix pour un test. Et ce jour-là, il va non seulement battre les temps des 2 pilotes titulaires de l'écurie, Alesi et Hetfeld, mais il va aussi attirer l'œil avisé de Frank Williams, dont on a déjà parlé dans un précédent épisode de Speedcast, qui cherche alors un pilote essayeur. Il lui offre donc un test comparatif à Barcelone, avec un autre jeune pilote brésilien, Bruno Jonqueria. Le Brésilien est bon, mais Button est différent. Plus précis, plus doux, mais aussi plus rapide sur la fin de journée. Williams prend le pari et le titularise finalement. À 20 ans, Jenson Button devient pilote de Formule 1. Cette ascension fulgurante fait rêver, mais elle suscite aussi des critiques. Certains le trouvent trop tendre, trop propre pour survivre dans la jungle de la F1. D'autres estiment qu'il n'a pas assez d'expérience, il risque de se brûler les ailes. Jenson, lui, écoute poliment et retourne s'entraîner. En mars 2000, à Melbourne, le garçon, qui 2 ans plus tôt pilotait une Formule forte sur les circuits secondaires, va s'installer sur la grille de départ la plus prestigieuse du monde. Son premier week-end est un baptême du feu, il n'a que très peu d'expérience au volant de la FW22, et pourtant, dès les essais, il montre une aisance naturelle. Il ne se laisse pas intimider par les grands noms, Michael Schumacher, Mika Häkkinen ou encore David Coulthard. En course, il se bat courageusement jusqu'à ce qu'une défaillance mécanique le contraigne à l'abandon. Mais ce n'était pas la dernière fois que la fiabilité décidera à sa place. Malgré tout, il va rapidement montrer ses qualités de pilote en marquant ses premiers points dès la 2e course de la saison, au Brésil, avec une 6e position. Button n'est pas toujours au niveau de son coéquipier Ralf Schumacher, plus expérimenté, mais il signe des performances remarquées comme à Spa-Francorchamps, où il se qualifie en 3e position sur un circuit aussi mythique qu'exigeant. Pourtant, malgré ce début prometteur, le conte de fées prend brutalement fin. Williams a déjà signé un contrat avec Juan Pablo Montoya pour la saison 2001. Button, encore sous contrat, est prêté à Benetton, une équipe en transition vers Renault. Sur le papier, c'est une opportunité, mais dans les faits, c'est un pas en arrière. La Benetton B201 est lente, capricieuse, et Button passe de la lutte pour les points à la lutte pour éviter les dernières places. C'est là que naissent les premières critiques. Certains disent qu'il s'est trop reposé sur son talent naturel, qu'il n'a pas la hargne nécessaire pour compenser une voiture médiocre. La presse, qui l'avait encensé l'année précédente, commence à s'interroger. En 2002, Renault prend officiellement les commandes, la voiture progresse, Alonso arrive comme pilote d'essai et Button se bat pour rester pertinent. Il signe quelques coups d'éclat, notamment avec une 4e place à Sepang, mais Briatore n'est pas convaincu. À la fin de la saison, il est remplacé par Alonso. À ce moment-là, la carrière de Button pourrait s'essouffler, mais il rebondit chez Bar Honda, qui lui offre un volant pour 2003. Là, il rencontre Jacques Villeneuve, champion du monde 97, dont le caractère bien trempé et les critiques populaires vont pimenter l'année. Villeneuve ne voit pas en Button un adversaire intimidant, jusqu'à ce que le Britannique le batte régulièrement en qualification et en course. C'est dans ces années d'apprentissage que Button forge vraiment son style. Il comprend qu'il ne sera jamais un pilote couteau entre les dents, comme Montoya ou Alonso. Son arme à lui, c'est la constance. Là où d'autres attaquent fort et se fatiguent, lui préserve ses pneus, attend la défaillance des autres et capitalise. C'est un style qui exige patience et confiance, mais qui dans une F1 dominée par les stratégies et l'usure mécanique peut être redoutable. En 2004, cette maturité va enfin trouver l'occasion de briller. Les paddocks bruissent d'une rumeur inattendue. Bar Honda, équipe jusque-là considérée comme un acteur de second plan, pourrait enfin jouer les premiers rôles. La barre 006 est rapide et surtout fiable. Au volant, Button est prêt pour prouver que son style tout en douceur peut aussi produire des résultats éclatants. La saison démarre fort, en Malaisie il décroche son premier podium en Formule 1, un moment qu'il attendait depuis 4 ans. Ce n'est pas une victoire mais l'émotion est palpable. Quelques semaines plus tard à Imola, il signe sa première pole position, devançant des géants comme Schumacher. Le paddock prend note, Button n'est pas qu'un pilote élégant, il peut être un prétendant sérieux. Tout au long de la saison 2004, il aligne les podiums, 10 au total, et termine 3e du championnat du monde derrière les intouchables Ferrari. C'est un accomplissement énorme pour Bar et une validation de son approche.
la régularité paie, mais il y a un revers à cette médaille, aucun de ces podiums ne se transforme encore en victoire. L'année suivante, en 2005, tout bascule, c'est une saison noire. Les performances chutent, l'équipe est même disqualifiée à Imola pour avoir utilisé un réservoir jugé non conforme. Button est frustré et voit ses ambitions freinées net. C'est à ce moment-là qu'éclate une affaire qui ternira temporairement son image, le Button Gate. En 2004, il avait signé un contrat pour rejoindre Williams en 2005, avant de se raviser et de vouloir rester chez Barr. L'affaire se termine devant les tribunaux de la F1. Même si Button garde finalement son volant, sa réputation de pilote discret prend un coup. Certains y voient un manque de loyauté. 2006 apporte un espoir, Barr devient officiellement Honda Racing F1. Après des débuts difficiles, la saison prend un tournant inattendu au Hungaroring. Ce Grand Prix de Hongrie, disputé sous une pluie capricieuse, devient légendaire. Parti 14e après une pénalité, Button remonte méthodiquement, profitant des erreurs des autres et de sa maîtrise dans ces conditions changeantes. Il franchit la ligne d'arrivée en tête, c'est sa première victoire en F1. Il aura fallu attendre 113 Grands Prix, mais la patience est récompensée. Because here, in his 113th Grand Prix start, he's proved the critics wrong. They said he might never win a Grand Prix. He's done it! Jenson Button wins the Hungarian Grand Prix! Get in there! L'émotion est immense, mais elle ne marque pas de changement de cycle. 2007 et 2008 sont des saisons cauchemardesques. La Honda est lourde, instable et souvent l'une des plus lentes du plateau. Button se bat loin des points, parfois même derrière les équipes de fond de grille. On le dit démotivé, certains affirment qu'il songe à quitter la F1. Lui reste fidèle à une équipe, en partie par loyauté envers les ingénieurs qui l'ont soutenu, mais en partie aussi par manque d'options intéressantes ailleurs. Ce choix, à l'époque critiqué, va se révéler être l'un des plus grands coups de poker de sa carrière, car à la fin de la saison 2008, Honda se retire brutalement de la F1. L'équipe est sauvée in extremis par un rachat surprise, erroné sous le nom de Brown GP. Jenson Button ne le sait pas encore, mais 2009 va être l'année qui va tout changer. Pour Button, cette transition est un mélange de soulagement et d'incertitude. Bien sûr, il reste dans une équipe qu'il connaît par cœur, mais désormais il faut tout reconstruire, convaincre les partenaires et surtout faire confiance à une voiture développée par Honda, adaptée à une toute nouvelle réglementation. La monoplace Brown GP 001 a une particularité, elle exploite intelligemment le double diffuseur, un détail technique qui va se révéler décisif. La saison commence à Melbourne, personne ne met sur Brown, encore moins Button, mais dès les essais, la voiture est surprenante. Sa vitesse pure, sa stabilité sont inattendues. Button, fidèle à son style patient et méthodique, sait qu'il peut transformer cette performance en résultat concret. Et la première victoire arrive dès ce premier Grand Prix, où sa constance et son sang-froid permettent de surpasser des adversaires théoriquement plus rapides. Jenson Button's a winner again. Brawn GP are winners on their first race appearance, and not only that, it's a 1-2 finish. Button from Barrichello. The smiles are on Ross Brawn. What a result, and history too. Puis suivent la Malaisie, Bahreïn, l'Espagne, Monaco et la Turquie. 6 victoires en 7 courses. Chaque succès remporte la confiance de Button et l'aura de Brown GP. Les autres équipes Mercedes, Ferrari et Red Bull observent avec stupéfaction comment une équipe sauvée de justesse peut-elle dominer de la sorte. Sa capacité à rester concentré, à éviter les erreurs fait toute la différence dans une saison où la moindre faute peut coûter cher. La suite de la saison est un mélange de maîtrise technique et de courage. Button ne commet aucune erreur majeure. La constance, la régularité et l'intelligence de course font de lui le champion du monde 2009 à 29 ans. Awesome job, unbelievable. Ce titre n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est le symbole de la résilience et de la patience. La route a été longue, semée d'obstacles, de critiques et de doutes. De Williams à Benetton, de Barr à Honda, Jenson a su conserver sa ligne, sa manière d'appréhender la course. Le monde découvre aussi le vrai visage de Button, un pilote capable de briller, mais aussi de survivre, d'apprendre et de grandir. La saison 2009 restera marquée dans l'histoire de la F1 comme l'année de l'exploit improbable, et dans la mémoire de Button comme la récompense ultime d'une carrière construite sur la constance et l'intelligence, plus que sur la flamboyance immédiate. En 2010, il rejoint McLaren, l'équipe légendaire.
Le changement est excitant mais exigeant. Chez McLaren, il retrouve des infrastructures de pointe, des ingénieurs de renom et surtout un coéquipier redoutable. Lewis Hamilton, champion du monde 2008, talent brut et jeune superstar. Le début de la saison est révélateur, Button et Hamilton doivent apprendre à cohabiter, à partager des informations techniques et à rivaliser sans nuire à l'équipe. La relation est souvent tendue mais Button, fidèle à son style, choisit la diplomatie et l'efficacité. La McLaren MP425 puis MP426 sont des voitures performantes mais capricieuses. Button essaye d'en tirer le maximum, mais la route n'est pas toujours douce. Hamilton impose sa domination, Ferrari progresse avec Alonso, Red Bull règne avec Vettel. Button doit composer avec une voiture souvent moins constante, des stratégies parfois discutables et une pression médiatique constante. Les critiques sont inévitables, certains affirment qu'il n'est plus du niveau d'Hamilton ou de Vettel, d'autres saluent sa régularité et son intelligence. En 2011, il finit vice-champion du monde. En 2012, il termine la saison avec 3 victoires en Australie, au Brésil et en Belgique. Il prouve que même après des années en F1, il reste un pilote capable de dominer un Grand Prix. En parallèle, sa maturité se reflète dans son rôle auprès des équipes. Button devient une référence pour les jeunes ingénieurs et pilotes, capable de traduire ses expériences en conseils précieux. Son approche calme et réfléchie contraste avec l'agressivité de certains de ses collègues. Elle est respectée et appréciée. De 2014 à 2016, Button doit affronter des saisons moins glorieuses. La MP429 et ses successeurs peinent à rivaliser avec Mercedes et Red Bull. Les victoires se font rares, les frustrations s'accumulent, mais Button continue d'aligner des performances solides, souvent dans l'ombre, parfois avec 2 remontées spectaculaires. C'est dans ces années qu'émerge l'image d'un Button mature et réfléchi, un pilote capable de briller sans l'exubérance des jeunes stars. Sa carrière chez McLaren illustre l'intelligence, la résilience et l'art de tirer le maximum d'une voiture imparfaite. Plus qu'un champion, il devient un modèle de constance et de professionnalisme dans un sport en constante évolution. En 2016, après plus de 300 Grands Prix, Button décide de prendre sa retraite définitive de la Formule 1, mais en restant toujours lié à la course automobile et à l'esprit de la compétition. En 2017, McLaren lui offre un rôle de pilote de réserve et de développement, un poste qui lui permet de rester proche des circuits, de conseiller les jeunes talents et de transmettre son expérience. Il participera même cette année-là au Grand Prix de Monaco, en remplacement de Fernando Alonso, retenu aux 500 miles d'Indianapolis. Mais Button n'est pas du genre à rester en retrait, l'endurance l'attire et à partir de 2018, il participe à plusieurs courses de WEC et aux 24 heures de Daytona, exploitant un monde différent où la stratégie, la régularité et le travail d'équipe deviennent encore plus cruciaux. Là encore, sa capacité à gérer les pneus, à anticiper les conditions et à rester concentré fait merveille. Button montre qu'un champion de F1 peut s'adapter, apprendre et exceller dans les disciplines voisines. En 2018, il devient champion de Super GT. Mais l'héritage de Jenson Button ne se limite pas aux résultats et au podium, c'est aussi un modèle de comportement et de résilience dans un paddock. Aujourd'hui, Button est souvent cité comme un exemple pour les jeunes pilotes, un champion qui gagne sans briller de manière spectaculaire, un pilote dont le talent réside dans la constance, l'intelligence et la résilience. Les analystes, les ingénieurs et ses anciens coéquipiers soulignent sa capacité à combiner technique, psychologie et stratégie et à s'adapter à chaque voiture, chaque piste, chaque équipe. Depuis plusieurs années, il évolue dans le championnat du monde d'endurance, avec des LMP1 d'abord, puis depuis 2024 en hypercar où il court chez Earth Team Jota, d'abord avec des Porsche, puis depuis cette année avec Cadillac. Jenson Button a également honoré des engagements ponctuels en Super GT, en NASCAR ou encore en IMSA, tout en continuant d'être un acteur majeur des week-ends de F1 dans son rôle de consultant. Son portrait nuancé se complète par ses années post-F1. Button n'est pas seulement un champion, ni seulement un pilote élégant, il est l'incarnation d'une carrière pensée, maîtrisée, durable, où la patience, la réflexion et le respect du sport ont primé sur l'ego et l'exubérance. Jenson Button reste une figure respectée et admirée, le parfait gentleman driver, un pilote capable de moments spectaculaires et de performances régulières, un pilote discret mais surtout complet, dont l'histoire rappelle que le talent ne se mesure pas à la vitesse, mais aussi à la manière dont on traverse les hauts et les bas d'une carrière. Et si vous voulez en savoir plus sur Jenson Button, je vous conseille tout d'abord son autobiographie, Une vie à la limite,
ainsi que le documentaire Brawn, la course impossible, disponible sur Disney+. J'espère que ce voyage à travers la vie de Jenson Button vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à le noter et à le commenter sur vos plateformes de podcast préférées. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast, saison 2.